de ces soutiens scolaires. Alors justement, si vous permettez, le ministère de l'Éducation nationale est en train de revoir la carte des réseaux d'enseignement, les ZEP, les anciennes ZEP. À la rentrée 2014, il y aura donc 300 nouvelles REP, dont une à Paris sur le collège Georges Duhamel, et puis 1000 à la rentrée 2015 sur l'ensemble du territoire. Donc probablement une révision également d'autres zones anciennement ZEP en REP sur Paris. Nous ne sommes pas certains qu'à l'issue de cette réflexion du ministère de l'Éducation nationale, tous les collèges qui sont actuellement en ZEP à Paris ou d'autres qui le mériteraient passent sous ce label REP et les moyens adéquats pour une population fragilisée. Vous avez donc parlé de ce label. De quelle manière, même si ce n'est pas sa compétence territoriale, le Conseil général de Paris pallierait-il ou substituerait-il, mais je n'aime pas le mot parce qu'il n'a pas à se substituer à la compétence d'État, se substituerait-il justement à cette non-catégorisation de certains collèges fragilisés en REP? Excellent. Et quels moyens, quel financement vous engagez-vous à mettre? Excellente question. D'abord un mot introductif. Nous soutenons totalement la politique de réforme et de modernisation de l'éducation prioritaire. Pour une raison simple, c'est que l'éducation prioritaire, elle n'a de prioritaire que le nom. Il n'est pas vrai qu'aujourd'hui, l'État attribue des moyens supplémentaires massifs aux établissements. Ça a d'ailleurs très nettement empiré les années 2000, malheureusement. Mais il n'est pas vrai que l'État attribue des moyens supplémentaires massifs dans les établissements d'éducation prioritaire. Donc oui, il faut une réforme de l'éducation prioritaire, d'abord pour une raison, enfin, je n'ai pas le temps de détailler parce que je n'ai pas assez de temps. Enfin, je veux avec grand plaisir pouvoir, si vous le souhaitez, développer ce raisonnement par la suite. Donc, il est légitime qu'il y ait une remise à plat du système d'éducation prioritaire et notamment donner les moyens, ce que fait le gouvernement, à l'inverse de ce qui a été fait ces dernières années, pour que les enseignants formés aient envie d'aller dans les établissements qui sont le plus en difficulté. De la même manière qu'il va y avoir une réforme de la politique de la ville qui aura des incidences sur la politique de la mairie de Paris. Il y aura probablement une modification de la carte des territoires politiques de la ville qui bénéficient de moyens supplémentaires de l'État. Il est probable, vous l'avez d'ailleurs dit, que la réforme de la carte de l'éducation prioritaire sera différente à celle qui existe auparavant. Je répondrai deux choses. D'abord, bien évidemment, nous respecterons les choix de l'État et là où l'État décidera de maintenir des zones en éducation prioritaire, nous serons à ses côtés en investissant massivement dans tous les dispositifs de co-construction d'une politique, comme on le fait par exemple dans le GIP réussite éducative aux côtés de l'État, en y mettant les moyens au-delà même de nos compétences, et c'est normal, en tout cas c'est nos convictions. Mais par ailleurs, y compris là où des établissements, des collèges ne seraient pas reconnus comme étant membres d'un territoire prioritaire, rien n'empêche, d'ailleurs nous le ferons tant pour la politique de la ville, Anne Hidalgo l'a déjà annoncé, mais nous le ferons également sur les dispositifs d'éducation prioritaire, nous déciderons, comme nous le faisons déjà, d'accorder des moyens supplémentaires à tous les établissements où la population sociologique des élèves le justifie. Je citerai qu'un exemple. Lorsque, par exemple, nous attribuons des aides pour l'éducation artistique et culturelle, ou même pour les voyages scolaires, ou même pour des aides plus sociales, nous ne faisons pas du saupoudrage à Paris. C'est-à-dire que nous avons des critères objectifs qui permettent d'attribuer d'abord les moyens aux établissements et surtout aux élèves et aux équipes éducatives qui en ont le plus besoin. Et cette politique-là, de donner plus à ceux qui ont besoin de plus, ce qui malheureusement n'est pas encore suffisamment la doctrine de notre système éducatif, cette doctrine-là, nous l'assumons et nous la revendiquons à Paris. Alors, juste une question avant que vous passiez la parole. Il y a quelque chose dans votre projet qui m'a paru extrêmement flou et que j'aimerais bien que vous nous expliquiez sur justement l'exigence de mixité sociale et scolaire que vous abordiez à l'instant. C'est que vous proposez de rendre les recrutements des collèges plus mixtes socialement sans plus de précision, et je pense que c'est quand même un enjeu important à Paris, et réel, qui se pose à toutes les familles. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment concrètement vous atteignez cet objectif? La sectorisation, communément appelée la carte scolaire, même si c'est en réalité c'est pas la même chose, mais ce que tout le monde considère comme étant la carte scolaire, c'est-à-dire un outil contraignant qui permet qui se fixe l'objectif, ce qui n'y arrive pas toujours, qui se fixe l'objectif d'une mixité sociale et de résultats dans les collèges. Nous y sommes très favorables. À mon propos introductif, je disais qu'il y avait quelques différences d'approche entre la gauche et la droite. En voilà un qui est absolument majeur. Nous avons à Paris, contrairement d'ailleurs à ce que nous pouvons entendre, et heureusement d'ailleurs, une mixité sociale dans bon nombre de quartiers, et c'est très heureux. Et en même temps, nous savons qu'il y a des territoires parisiens où il y a un
déficit de mixité sociale, et notamment des collèges qui ont une capacité de recrutement qui n'est pas mixte socialement. Dans les deux sens d'ailleurs. On a des ghettos de riches, comme on a des ghettos de familles paupérisées. L'évitement scolaire, il commence bien avant le collège, on le sait. Donc il y a aussi une politique de sectorisation dans le premier degré qui appartient pour le coup en propre à la ville et aux mairies d'arrondissement, qui est excessivement importante en matière de dérogation et en matière de secteur. Donc quels engagements prenez-vous, parce qu'on l'a vu, l'évitement scolaire ne démarre pas qu'en 6e, il démarre bien en amont. Quels engagements précis prenez-vous pour la prochaine mandature, pour le contrôle justement de cette sectorisation et éviter dès le primaire l'évitement scolaire? Merci. Et de la précision, j'irai même plus loin que vous, l'évitement scolaire, il ne commence pas au collège, il ne commence pas au primaire, il commence bien avant, y compris sur les choix d'habitation de bon nombre de familles, parce qu'on sait que le destin scolaire aujourd'hui est tellement lié à la qualité des établissements d'accueil des enfants que les choix d'habitation des familles en réalité sont prises avant même parfois la naissance des enfants. Donc la volonté d'évitement scolaire, elle est très importante. C'est la raison pour laquelle, donc je conclue mon propos, c'est la raison pour laquelle il nous faut, j'insiste là-dessus, parce qu'il n'y a pas de débat, donc je ne pourrais pas demander ce qu'est la position de mes adversaires, mais j'insiste là-dessus, nous sommes favorables à une sectorisation. La sectorisation, là où nous avons, nous, effectivement, une responsabilité, c'est d'essayer d'éviter au maximum, c'est pas joli ce que je vais dire, mais cette stratégie d'évitement, tout ce que nous pouvons faire et ce que nous pourrons faire pour permettre que, dès le plus jeune âge, la mixité sociale, en réalité d'ailleurs c'est plutôt la mixité de la réussite éducative, enfin, il se trouve que malheureusement dans notre pays, c'est essentiellement les inégalités sociales qui traduisent les inégalités scolaires. Mais tout ce qui permettra la mixité scolaire dans les établissements scolaires, et en effet, le plus tôt possible, nous y sommes favorables. J'ajoute un point, c'est que à l'échelle, au temps de la création du Grand Paris, nous espérons que nous pourrons avoir un débat éducatif et de construction d'une politique éducative qui dépasse les murs de Paris. Il en est du logement, du transport ou de l'environnement comme de l'éducation. Nous aurons besoin, notamment pour un public plus âgé, mais nous aurons besoin d'une politique éducative à l'échelle du Grand Paris qui garantisse cette mixité sociale. Parce que si nous avons des imperfections à Paris, prenons un peu de recul et regardons ce qui se passe à l'échelle de la métropole, où là, les inégalités qui peuvent exister sur le territoire parisien, et nous les combattons chaque jour, elles sont malheureusement démesurées à l'échelle du Grand Paris. Et je pense qu'il appartient aussi de la responsabilité des élus parisiens de porter ce discours-là d'égalité au-delà même des murs de Paris. Sur ce sujet concernant le soutien aux élèves, vous parlez effectivement dans les réponses au questionnaire, et vous l'avez évoqué dans votre présentation, de soutien scolaire gratuit labellisé. Ça veut dire quoi en fait? C'est concrètement, quel est le projet derrière ce mot notamment de label? Nous avons, vous le savez probablement mieux que moi d'ailleurs, il y a aujourd'hui un nombre d'acteurs de soutien scolaire très important et surtout très hétérogène à plusieurs types. Hétérogène dans la gratuité ou pas, c'est qu'il y a, et la France est le champion du monde d'ailleurs dans le domaine de machines d'Afrique de soutien scolaire, y compris pour des enfants qui sont en situation d'ailleurs plutôt de réussite scolaire, mais l'élitisme républicain, dit républicain qui caractérise ce système, appelle à cette surenchère. Et Paris, non seulement n'y échappe pas, mais même étant en tête de... J'imagine que c'est pas de ça dont vous voulez parler. Donc, voilà, vous aurez anticipé la fin de ma réponse, celui-là ne fait pas tout à fait partie des politiques que nous souhaitons développer. En revanche, il existe plusieurs initiatives associatives avec des personnels plus ou moins formés. Il existe des dispositifs, dont un que j'ai en tête, mais j'ai oublié le nom, donc si jamais quelqu'un peut le... il se trouve que c'est eux qui gèrent, donc je l'ai rencontré à plusieurs reprises d'ailleurs, et le travail est excellent. Bon, ça me reviendra sûrement dans les minutes qui viennent. Nous le soutenons à la fois en finançant des initiatives de soutien scolaire, en mettant à disposition des locaux dans les écoles, et surtout en favorisant le lien avec les personnels éducatifs, parce qu'on sait, les enseignants, parce qu'on sait que c'est ce lien-là qui est essentiel dans la réussite de ce soutien scolaire. Ce que nous proposons, de la même manière, et c'est inscrit dans le pacte local de lutte contre le décrochage, il faut que nous essayions d'abord de garantir une plus grande égalité sur l'ensemble du territoire. La présence associative, elle est diverse sur l'ensemble des établissements. Donc ce que nous proposons, c'est qu'il puisse y avoir une offre
plus clair, plus lisible, d'un soutien scolaire gratuit et de qualité. C'est là où le label, des critères que nous discuterons d'ailleurs nous en discuterons avec les enseignants, nous en discuterons avec le rectorat, avec les parents d'élèves s'ils le souhaitent, mais il nous faut des critères objectifs de qualité de ce soutien scolaire et en même temps de gratuité. À partir de ce label-là, de ces critères, la gratuité étant un des critères de labellisation, la qualité de ce qui est fait, la formation des personnes qui le fournissent en étant un autre, à partir de ces critères-là, nous pourrons fournir, en tout cas l'objectif, une offre parisienne homogène et globale, enfin, sur l'ensemble du territoire, d'un soutien scolaire public reconnu. Je précise, je ne vais pas être plus long, mais juste un mot en revanche. Nous sommes bien dans une perspective d'un soutien scolaire qui est un complément au travail réalisé par les enseignants de l'éducation nationale. C'est en aucun cas un parcours scolaire, je dirais, concurrent ou alternatif. Il s'agit bien d'un complément. C'est la raison pour laquelle il est déterminant qu'il soit labellisé, parce qu'un des critères sera évidemment la complémentarité et l'adhésion au projet éducatif des établissements scolaires, parce que sinon on nourrit, non seulement on n'arrive pas à l'objectif de lutte contre les inégalités, mais on nourrit même une défiance à l'égard du système scolaire. Alors, on ne peut pas aborder ce projet que vous portez sans vous interroger sur la réforme des rythmes scolaires. Je vais quand même y venir. Comment comptez-vous améliorer sur le long terme et calmer l'insatisfaction d'une partie de la communauté éducative qui s'est ressentie très très fortement cette année, je le rappelle, avec quel financement? Et alors qu'on vient de voir qu'à Lyon, par exemple, Gérard Collomb, qui est quand même parti socialiste, va faire payer les parents pour les activités, est-ce que vous vous engagez à ce que ces activités demeurent gratuites tout au long de la mandature et comment vous financez? D'abord, sur le dernier point, oui, la totalité des activités périscolaires dans le cadre de l'aménagement des rythmes éducatifs doit rester absolument gratuite. Il n'y a aucun débat là-dessus et nous mettrons les moyens nécessaires pour maintenir cette gratuité et même continuer d'améliorer la qualité de ce qui est fait. Mais ce qui me permet de dire un mot en effet sur l'aménagement des rythmes éducatifs. Si certains pensaient, d'ailleurs beaucoup le souhaitaient, que la réforme de l'aménagement des rythmes éducatifs, des rythmes scolaires, allait être le petit caillou dans la chaussure de la majorité sortante, et c'est ce qui allait nous faire trébucher pour les prochaines élections.